fait, franchement, soyons clairs. Hein. Quand Jordan y part, on est tous dégoûtés. Parce que moi, perso, Canal+, genre j'ai dit, déjà, il met tellement de passion, et Jordan, il se barre. Mais nous, on comprend pas, les frères. Moi, perso, j'ai pas compris. Et après, bon, tu sais, il y a cette période du sport-là qui est quand même fatidique, parce que aussi le mondial 98, donc tout commence à s'ouvrir et tout. Et après, moi, il y a le délire aussi après NBA Bluff, grève, il commence à parler de trucs comme ça, nous on connaît pas, enfin moi perso, le lockout, ça veut rien dire. Hein. C'est quand même particulier. Bon après, c'est là où tu vois que le système américain est quand même étrange. Moi j'étais parti aux États-Unis au cours de l'été 98 avec mes darons, et ils commençaient déjà à parler comme ça un peu dans la presse et tout, à la télé, des choses comme ça, tu vois. Et après, quand tu reviens, Canal+ commence aussi à donner des avis. Et c'est là après là t'apprends comme quoi les joueurs se mettent en grève. Après moi au niveau des raisons, il y en a diverses, mais c'est surtout au niveau écart entre les joueurs et la ligue. Mais déjà, moi, je veux revenir sur un terme que tu as dit, le lockout. Tous les 6 ans, la NBA, il y a un accord entre les propriétaires, la ligue et les joueurs à faire. C'est renégocié tous les 6 ans par rapport au salaire, par rapport à la distribution des revenus. Et ça s'appelle le CBA, Collective Bargaining Agreement. Et quand il n'y a pas d'accord entre les joueurs d'un côté et la ligue et les propriétaires de l'autre, il y a un lockout parce que il y a d'un côté les joueurs qui ne veulent pas jouer sous ces conditions. Bien sûr. Et de l'autre côté, tu as les propriétaires qui ne veulent plus payer les joueurs parce que ça joue plus. Et la ligue qui essaie de trouver un compromis pour reprendre la NBA parce que s'il n'y a pas de NBA, il n'y a plus de revenus. Il y a un manque à gagner de fou. Clairement. On voit les revenus générés par NBA actuellement, c'est astronomique. Bien sûr. C'est astronomique. C'est incroyable. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de moyens mis pour la NBA, mais pour le coup, effectivement, pour revenir au local 99, ça marque un véritable tournant dans l'histoire de la NBA, parce que comme tu le dis, c'est le départ de Jordan, la fin des Bulls, c'est la fin d'une époque quand même, d'une surdomination d'une décennie. Tout à fait. Et en plus de ça, cette ère commence par un lockout qui commence, en plus la saison NBA commence hyper tard, elle commence en février. Donc le classement, il est pas secondaire, mais presque. Mais il est tronqué, C'est complètement tronqué, quoi. Et la NBA n'a pas d'All-Star Game. Totalement. En plus, All-Star Game. Bon, déjà, la raison du lockout, comme on l'a dit, déjà, ça se situe au niveau de Pat Ewing, qui est le président des syndicats des joueurs. Président des syndicats des joueurs. Alors, il y a un nom qu'il faut dire quand même. Alors, il y a un nom de type de contrat NBA qu'il faut quand même mentionner, en tout cas, que moi, j'ai noté. Alors, 1, 2, 3, Unrestricted Free Agent. Ça veut dire que une franchise NBA actuelle peut s'aligner sur une offre d'une autre équipe. T'as dit unrestricted ou restricted? Unrestricted, c'est ce que j'ai dit. Ok. Voilà. Et free agent, donc ça veut dire un club NBA, peut s'aligner sur une offre d'une autre équipe s'il est agent libre. Oui. Donc ça veut dire que son ancien joueur qui est là, donc il est agent libre. Moi, je continue à m'aligner et justement, les joueurs ont pété les plombs par rapport à cette situation. Oui. Parce que on ne prolonge pas ton contrat. Une autre équipe vient. Elle veut donc te proposer un contrat et l'ancienne équipe, moi aussi je veux m'aligner aussi, tiens et tout, alors que mais justement c'est sur ça que Pat Ewing et les joueurs. Ça n'est pas passé. Exactement, ils n'ont pas eu gain de cause les joueurs. Ça n'est pas passé et c'est pas la première victoire des propriétaires et de la ligue. Ouais. Ils ont déjà gagné avant. Au bout d'un moment, les joueurs voulaient. 2 années avant, il y avait un lockout et les joueurs voulaient tous les revenus TV. La Ligue a dit non, ça va être du 50-50 et je crois que même maintenant c'est la Ligue qui touche plus de revenus que les joueurs. Bien sûr. Donc oui, c'est encore une défaite pour le syndicat des joueurs. Non mais clairement. Mais après, ils ont toujours essayé de pouvoir s'entendre avant le début de la saison NBA, notamment pour la saison 95. Mais le problème, c'est qu'au travers de ces périodes de lockout, personne s'entraîne. Chômage technique. Totalement. Tout le monde est en arrêt. Oui. Tu peux même pas aller dans le camp d'entraînement de ton équipe et t'as des mecs qui ont pris cher, notamment Sean Kemp, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. La grève justement de 98-99 parce qu'elle s'est étendue sur 6 mois, il a pris 15 kilos le mec. Et puis on se souvient du lockout de 2011, il me semble 2011 ou 2012. La NBA était beaucoup plus internationalisée, donc les joueurs ont pu aller dans leurs pays locaux pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir effectivement continuer à garder la forme. Oui. Or là, c'est pas du tout la même chose. Le problème, c'est qu'il y avait très peu de joueurs internationaux au sein de la NBA. Oui. Les joueurs ne pouvaient plus s'entraîner. Donc le problème, c'est que en reprenant au mois de février, la plupart de ces joueurs-là
reprennent la NBA sans vraiment d'entraînement, sans vraiment avoir de bonnes conditions physiques. Donc c'est vrai, c'est pas comme le local de 2012-2013 où des joueurs américains vont en Europe jouer. Là, on va dire que même la NBA ne regarde pas trop l'Europe actuellement. Et même les joueurs américains, ils s'en foutent de ce qui se passe de l'autre côté. Alors que parce qu'il y a beaucoup moins de joueurs internationaux. Il y a pas les Gasol, il y a pas les Nowitzki, il y a pas les Parker qui arrivent à venir. Exactement. C'est juste c'est le seul Européen un peu marquant de cette époque, c'est Drazen qui est mort 5 ans avant. Donc c'était tout le problème de cette NBA de l'époque. Donc on commence avec une NBA, on va dire, où les joueurs ne sont pas en forme. En plus qu'on a 55 matchs. 50 matchs même. Je crois que c'est 50. Moi j'ai vu 50. En 50 matchs, oui, c'est vrai. Je crois que les Spurs sont 37 victoires, 13 défaites. C'est ça. Donc voilà, et donc les Spurs gagnent cette NBA. Mais voilà, mais même, excuse-moi de te couper, Rafik, mais avant d'en parler, c'est même Karl Malone encore qui confirmait qu'en quoi il était performant, parce qu'il est MVP de la saison régulière qui est certes écourtée, et en playoff, les Spurs raflent tout. Les Twin Towers, c'est tout. Devin Robinson et Tim Duncan qui fait un début de carrière exceptionnel. Depuis Larry Bird, c'est le premier joueur rookie à être invité au All-Star Game. Je crois qu'il fait une première saison à 21 points, 11 rebonds. Je crois quand même qu'il est positif au niveau du pourcentage en shoot. Tim Duncan depuis Larry Bird, donc on parle des années, même, je crois que 79-80 pour la première saison de Larry, parce qu'il est en même temps que Magic. Exactement. Et là, mais Tim, c'est trop, donc on peut se dire, lui c'est future étoile filante de la NBA, et d'ailleurs il a été. Et pendant la période de playoff 99, mais il domine tout, il arrache tout. Ouais. Totalement. Il arrache tout. En finale de conf, ils battent, à l'Ouest bien sûr, ils battent les Blazers 4-0. Et après, en finale NBA, ils affrontent les Knicks. Cette saison-là, les Knicks, alors, c'est une vraie surprise des Knicks parce qu'ils sont 8e de conférence Est. Ouais. Et ils vont quand même en finale NBA avec Pat Ewing, mais Pat Ewing est malheureusement blessé. Il est blessé. Il est blessé. Ça a beaucoup joué par rapport au niveau des Knicks. Tu m'étonnes. T'imagines la raquette. La raquette, elle est quand même vachement affaiblie quand en face t'as l'amiral Robinson et Tim Duncan. Et t'as pas Ewing. Oui, t'as pas Pat Ewing qui est genre ton joueur iconique. Voilà, t'as des joueurs bagarreurs côté des Knicks, ça on le sait, parce que Latrell Sprewell, on peut également en parler, mais c'est vrai que c'était quand même limite. Mais par contre, par rapport aux Spurs, il faut également évoquer qu'ils ont battu les Lakers en demi-finale de conférence 4-0. Et ils gagnent 3-1, il me semble, contre les Timberwolves au premier tour. De Kevin Garnett. Voilà. De Kevin Garnett. Alors l'avènement de Tim Duncan qui devient effectivement MVP des finales 99. Oui. Rookie qui est MVP des finales 99. C'est une année de fou. Mais par rapport à cette année 99, beaucoup retiendront et se diront que comme la saison a été écourtée, c'était pas trop une saison, on va dire, marquante pour pour le public américain. Disons pour la saison régulière, on est d'accord. Mais ce qui est marquant, et on le répète, c'est la transmission de témoins un peu entre David Robinson et Tim Duncan. On voit tout de suite, on va vraiment, pour le coup, on sait que Robinson c'était l'ancien Spurs, celui qui réussissait pas trop, qui était le leader, mais c'était le leader des Spurs. C'était le leader de cette franchise. Tim Duncan, le mec avec des proportions et une taille assez astronomique. Il aurait pu être nageur professionnel. De toute façon, c'est pas que pour David Robinson. L'arrivée de Duncan, c'est bien pour David Robinson parce qu'il gagne sa première bague avec Duncan. Mais après, c'est pour le reste des Spurs. C'est Duncan change la figure de cette franchise. Exact. La triplette Popovich, Robinson, Duncan. De toute façon, ça aura donné vraiment une histoire, disons mais clairement. Mais leur titre n'était pas attendu parce que les Lakers, en effet, ont mis les moyens nécessaires lors des 2 à 3 dernières années pour qu'ils puissent être performants enfin en play-off parce que et pourtant, c'était compliqué. On va pas revenir sur les défaites, mais peut-être avec une saison entière, peut-être qu'ils auraient pris la NBA. Pourquoi pas, mais l'arrivée de Phil Jackson à l'été 99 change les choses également par rapport aux Lakers. Donc c'est aussi, il faut évoquer ça, mais par rapport à cette saison 98-99, il faut être clair là-dessus. Le titre des Spurs surprend pas mal de personnes, mais quand tu vois le niveau de jeu qu'ils ont quand même produit, c'est trop, parce que tu as l'impression que tout le monde est concerné dans cette équipe. Je suis d'accord. Tout le monde est concerné, et ça fait du même, quelque part, c'est un peu... même aussi contradictoire avec la NBA, parce que là c'est un petit marché qui gagne un titre NBA. C'est un petit marché. C'est un jeu collectif, c'est beaucoup moins axé sur des individualités. Voilà. C'est moins clinquant que les Bulls ou même voire même les Rockets pendant l'absence de Jordan. Exact. Où t'as Hakeem Olajuwon qui représente vraiment cette figure de la NBA, c'est la nouvelle figure de la NBA. Là, c'est cette franchise effectivement qui sort un peu de nulle part. C'est David Robinson mais qui est plus sur la fin. T'as un mec qui vient des Barbades comme ça, tu sais pas trop qui c'est. Et finalement c'est un freak, c'est un phénomène comme Tim Duncan qui est
sûrement l'un des meilleurs ailiers forts de l'histoire Bien de sûr, la NBA. bien sûr. Clairement. Donc pour le coup, ouais, cette équipe, elle vient de nulle part et elle est un peu à l'image de cette saison 98-99, c'est-à-dire totalement inattendue, sous-cotée, Ouais. mais finalement quand même marquante parce que c'est le début d'une hégémonie des Oui, Spurs, quoi. Ça compense un peu avec on va dire c'est une saison mitigée. On a un peu on a Duncan qui arrive avec les Spurs et donc du coup ça compense avec ce qui s'est passé avant. Jordan qui quitte la NBA, le lockout. Donc au final une saison mitigée, mais on voit derrière que avec Duncan, on va avoir de belles choses. Et pas que Duncan, parce qu'il y a également d'autres joueurs NBA de sa génération qui commencent aussi Garnett. à émerger. Kevin Garnett, mais également Rashid Wallace aux Blazers, Oui. qui arrive en finale de conférence Ouest. Et même au niveau, alors, je sais pas si vous en êtes aperçu, mais t'as beaucoup de arrière-shooters, autres que Kobe Bryant aussi, qui commencent aussi à pointer leur bout de leur nez, avec des moyennes de points assez impressionnantes. Pas Tracy McGrady, parce qu'il était encore aux Raptors, mais t'as Vince Carter et bien entendu Allen Iverson. Oui. Allen Iverson. The answer. Je sais pas si vous vous souvenez, mais bon. La finale contre les Lakers, son premier match en finale. C'est ça. Mais bon, t'as d'autres mecs qui commencent un peu à sortir le bout de leur nez et même après aussi avec des joueurs européens, Dirk Nowitzki. Donc t'en as quand même pas mal à Dallas qui commence à se réveiller. Donc, en tout cas, c'est une saison pleine d'espoir pour la NBA. Ouais, d'accord. Pour la NBA.